Salut Christophe, très content de te recevoir dans cette émission du Data Sommelier. Et je fais suite en fait à l'annonce de Reuters qui est tombée le 13 avril, je crois. C'est une rumeur pour l'instant hein, qui disait que Salesforce était en négociation avancée avec Informatica pour les racheter. Sur cette annonce, en fait, il y a Philippe Neubourg. Salut Philippe, j'en profite pour te passer le bonjour, qui a repris cette annonce sous la forme d'un post LinkedIn le lundi suivant. Et il s'en est suivi une discussion. Et on est là, en fait, pour refaire un peu d'histoire, hein, Christophe, sur Informatica depuis sa naissance. Et on va voir que c'est une société qui s'est complètement refondée, transformée, et que aussi on a observé un peu de bashing ces dernières années hein, sur la solution Informatica, c'est legacy, c'est vieux, mais on va voir un petit peu que si on ouvre le capot, il y en a en dessous, il y en a vraiment en dessous. Donc en tout cas, merci Christophe de jouer le jeu de l'interview. Merci Stéphane, enchanté d'être présent aujourd'hui avec vous. C'est vrai que c'était une émission que je connaissais pas, donc ravi de pouvoir y participer pour cette première émission et de pouvoir un petit peu retranscrire la vision d'Informatica et surtout un petit peu démystifier cette vision. C'est vrai que pour beaucoup de gens, Informatica, c'est Power Center, c'est l'outil pour le décisionnel en mode bash qui va gérer énormément de volumétrie. Mais il faut savoir que c'est un outil qui a énormément évolué. On va le voir par la suite. De 2015, Informatica est sorti de la bourse, a été racheté par des grands fonds, et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait le virage dans le cloud. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Ce que je propose dans un premier temps, c'est qu'on fasse un retour arrière. On va aller dans les années 2002-2004. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est Informatica est né en 1993. Hein, c'est une société américaine. Avant Power Center, on parlait de l'outil PowerMart. Là, malheureusement, je n'ai pas d'éléments parce que moi-même, j'ai commencé à connaître Informatica en 2005, 2004-2005. Et donc, c'était cette première architecture que l'on voit là, où on parlait d'Informatica V6, V7. Donc, c'était, je dirais, une architecture assez simple, hein, parce que on avait côté serveur qu'un seul module qu'on appelait le repository server, qui lui-même se basait sur des agents repository. Alors, c'était un agent qui permettait de faire la communication entre notre moteur Informatica et les bases de données qui hébergeaient nos métadatas, donc tout ce qu'on pouvait développer, et du client FAT avec différents modules, je dirais très silotés, parce que on avait un module pour une action spécifique. C'est-à-dire qu'on avait le designer pour faire les mappings, le workflow manager pour faire tout ce qui est session workflow, donc là plus un aspect d'enchaînement de traitement, le repository manager qui était là pour nous permettre de gérer tout cet aspect administration au niveau de ce qu'on appelait des folders, donc faire du découpage, je dirais, par thématique, par projet. C'était également là qu'on gérait les droits d'accès au niveau de ces folders. Et un dernier module qui était le Workflow Monitor, qui était là l'outil de pilotage, de monitoring de cette plateforme Informatica. Donc Alors, ça, je pardon, rappelle oui. que dans les années 2000-2005, il y avait deux acteurs majeurs qui était donc Essential Software, après racheté par IBM, et donc Informatica. Et je crois que donc à cette époque-là, moi j'étais du côté Essential Software, futur IBM en fait, hein, et on se partageait un petit peu le marché. C'était vraiment un coup on gagnait, un coup on perdait, et vraiment c'était 50-50 sur le marché, sur ces outils d'intégration de données et ce qu'on appelait les transformation engine, hein, en fait. Et effectivement, l'architecture côté data stage était très semblable, avec des clients lourds, hein, des clients Windows, comme on pouvait les faire dans les années 2000.
et qui avait chaque module avait effectivement sa fonction, un pour faire le run, l'autre pour faire le design, et puis un troisième pour gérer les métadonnées. Effectivement. Effectivement, c'était vraiment les deux grands acteurs qu'on retrouvait très souvent sur les gros projets de data intégration. Avec ensuite, ce qui est arrivé en mi-2006, ça a été un petit peu une refonte, une vision complètement différente de Power Center. C'est-à-dire que à partir de cette version V8, donc qui est arrivée en mi-2006, on a pensé à une architecture SOA. Donc, c'est-à-dire tout allait marcher par service. Donc, on retrouve un petit peu notre repository service, hein, qui était le repository, le server manager qu'on avait au préalable. Donc, sous forme d'un service qui remplace cet agent qui communiquait avec notre référentiel de metadata. Mais la chose importante qui est venue, c'est qu'on a mis au-dessus un service qui allait piloter tout ça, qui allait être le domaine, avec la notion de node, qui était en fin de compte ce qu'on pouvait appeler des serveurs virtuels. Alors, pas virtuel dans le sens d'un serveur Citrix, mais virtuel dans le sens de l'architecture au sein du domaine, quoi. Et en gros, chaque node correspondait à un serveur physique. Et sur ces nodes, on répartissait nos services, donc le repository service et l'integration service, qui lui était réellement le service d'exécution. Donc ça a été mis en place, j'imagine, pour résoudre les problématiques de scalabilité, je suppose, hein? Exactement. Et du coup, on a pu amener tous ces aspects nouveaux de scalabilité, de haute disponibilité aussi, parce que c'était la première fois qu'on allait pouvoir, je dirais, mettre en place le même service sur différents nodes, avec une notion de master et de backup. Et donc, dès qu'un service était dans un état instable, automatiquement, le domaine faisait le switch et activait le service de backup ou sur une notion de scalabilité, comme tu disais, où là, on allait pouvoir dire, eh ben, mon traitement, au lieu de le faire tourner sur un node, je vais le faire tourner sur deux nodes et je vais répartir ma charge suivant comment solliciter l'activité sur mes nodes. Je vais pouvoir répartir ma charge de mon workflow sur ces deux nodes, quoi. Ok, bon, ça paraît une architecture bien conçue, comme ça. Et là, c'est là où j'ai commencé un petit peu plus sur ces années 2006-2007 à voir donc la présentation de DataStage, Infosphère même, qui avait été renommé suite au rachat. Et c'est vrai que pour moi, à ce moment-là, Infosphère avait une différence. C'était ce qu'on appelait le parallèle extender, Absolument. où on pouvait faire beaucoup plus de parallélisme que ce que proposait Informatica. Et moi, ce qui m'avait séduit aussi dans cette offre, c'est que il y avait une notion de repository centralisé. Exact. Ce que nous, on n'avait pas encore sur cette V8, parce que à ce moment-là, sont apparus les premiers outils aussi pour faire du profiling, du data quality. Mais que ce soit le profiling ou le data quality, ils avaient chacun leur repository. Et donc, tout était encore siloté. C'est ce qui m'amène. Oui, je t'en prie. Effectivement, je confirme. Du côté Essential Software, donc IBM, on avait racheté une techno qui s'appelait Torrent. Torrent, qui était un framework de scalabilité, et on l'avait intégré dans l'outil DataStage. Et effectivement, l'idée, c'était de plugger tous les autres composants, donc ETL, profiling, data quality, sur ce framework Torrent pour garantir des performances maximum, quel que soit le module utilisé, quel que soit le composant utilisé. Absolument. Et ce qui nous amène du coup à la prochaine architecture, donc toujours sur une architecture SOA, hein, que l'on a commencé à voir donc avec l'arrivée de la V9 aux alentours de 2009. Puis ensuite, la V9, la V10, je dirais, à partir de ce moment-là, si on restait purement sur une vision Power Center, il n'y avait plus réellement d'évolution de Power Center. On a eu une grosse, je dirais, amélioration sur la V10. Ça a été plus sur un aspect de packaging, je dirais,
des solutions côté Power Center parce que on parlait de Standard Edition, d'Advanced Edition, de Real Time Edition. Donc, sur la V10, ça a été repackagé et ce qu'ont gagné un petit peu les clients côté Power Center, c'est que avec la V10, ils ont eu accès à l'intégralité des connecteurs, je dirais, au niveau relationnel, fichier plat, ce qu'ils devaient choisir au préalable hein, sur les versions précédentes, et un petit peu sur les aspects de workflow, parce que la V10 a été l'avènement ça a été la période un petit peu aussi du big data, hein, la naissance du big data avec les fameux 3V. Et du coup, sur leur moteur de Data Integration Service, on a pu faire des flux d'intégration de données et donc d'avoir un aspect de partitionnement un petit peu différent que ce qu'on avait dans Power Center. Et donc, si on regarde notre, ce qu'on retrouve en bleu, c'est exactement l'architecture que l'on avait sur la V8 en service SOA. Et ce qu'on retrouve en vert, et ben là, c'est l'intégration de cette partie analyste, data quality, au sein d'une seule et même plateforme. Le tout piloté par ce fameux service ISP, Informatica Service Platform. Et donc, du coup, on se retrouvait dans une architecture avec de l'integration service, du repository service. Donc, ça, c'était nos services Power Center et les pendants côté data engineering, pardon, où on avait le modèle repository service, le data integration service et ce service d'analyse service pour faire les aspects profiling. D'accord. Est-ce qu'on est encore en client lourd? Non, on est déjà passé en... Non, on est toujours en client lourd. D'accord. Les clients web que l'on voit, que l'on a commencé à voir avec la V8, ça a été la console d'admin qui allait passer tout de suite en client web. Et ensuite, on a eu l'analyse service qui est passé en client web. Sinon, le reste était du client lourd. À la différence, qui était une grosse différence aussi entre Power Center et ces modules de data engineering, c'est dans ce module que l'on appelait développeur, eh ben, il n'y avait plus cette notion de session. C'est-à-dire que, c'était pareil dans DataStage, mais quand on était sur Power Center, en fin de compte, on tirait des liens champ par champ. Et c'est ce que l'on voyait dans notre mapping global. Avec le data engineering, on n'avait plus qu'un seul lien, c'était le flux de data, en fin de compte, entre chaque transformation. Et donc, tout le paramétrage, tout le mapping au niveau des champs se faisait au niveau des propriétés de chaque transformation. Ce qui a été quand même un grand chamboulement pour les développeurs au départ, qui avaient l'habitude, je dirais, de tirer les liens entre leurs champs. Et là, ils devaient aller dans chaque transformation pour faire un petit peu cet aspect de mapping, quoi. Et ensuite est arrivé avec la V10 les premiers moteurs de workflow, parce qu'on les avait pas au départ, hein, et c'était un petit peu le manque, parce que je dirais, si je reprends un flux de data quality, par exemple, dès que je voulais pouvoir, alors individuellement, je pouvais l'exécuter dans mon module développeur, mais dès que je voulais faire un petit peu de l'intégration et de pouvoir l'imbriquer dans un flux d'intégration, ce flux de data quality, j'étais obligé de le mettre en maplet et de l'intégrer dans Power Center. Ouais. On voit bien que les éditeurs, tous, hein, ont essayé d'intégrer petit à petit les composants, je dirais, on-prem traditionnels, clients lourds, vers quelque chose de plus agile. Ils y sont allés étape par étape, ce qui fait qu'il y a eu des marches où certains services étaient déjà opérationnels, d'autres, on devait passer par des subterfuges, finalement, pour les faire fonctionner. Je pense que voilà, le Big Bang où un éditeur sait réécrire d'un coup toute une plateforme, c'est pas possible. Donc ça s'est étalé sur des années, en fait. Tout à fait. Et ce Big Bang, eh ben, on l'a connu en 2015. Donc 2015, gros Big Bang, Informatica sortait du service n'était plus coté en bourse, sautait de la cotation boursière, racheté par un fonds
qui était à la fois piloté par Salesforce, sur lequel il y avait déjà eu au préalable des initiatives de cloud, mais plus de traitements qui étaient gérés par Informatica et qui gérait tout l'aspect architecture et également géré par Microsoft. Ouais. Et donc, Alors, ce slide-là est super important parce que ça couvre évidemment l'ensemble des fonctionnalités apportées par la plateforme. Et c'est là où, en fait, on peut faire un distinguo avec la Modern Data Stack dont on parle abondamment sur LinkedIn et sur d'autres canards. Ici, on a un all-in-one. On a toutes les fonctionnalités regroupées au sein d'une même plateforme. Ça part évidemment de l'ETL qu'on fait depuis 30 ans, mais il y a tout un ensemble de services additionnels. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, hein. C'est que voilà. c'est un clé en main all-in-one. Exactement. C'est-à-dire que depuis cette notion de découverte de mes données avec le service de data catalogue jusqu'à la consommation par le métier directement, on peut reprendre ces notions d'Amazon, oui, l'Amazon où je vais aller chercher mon article que je souhaite, je vais avoir des propositions d'articles ou de produits identiques par rapport à mes précédentes recherches, bah ça, je vais l'avoir au niveau du data marketplace. Et je dirais, entre les deux, eh ben, on va retrouver nos aspects d'intégration avec le data integration et engineering, parce que c'est dedans qu'on le retrouve les notions de velocity avec ce qu'on pourrait appeler le data integration élastique. On va pouvoir également faire, et ça c'était tout nouveau pour Informatica, pouvoir faire de l'intégration d'applications en disant bah, ces applications, elles sont émettrices ou consommateurs de données et on va pouvoir interagir avec elles via des API. On va pouvoir mettre en place durant notre flux de la data quality. Donc, dès que j'extrais mes données, je vais pouvoir mettre en qualité mes données, je vais pouvoir enrichir mes données avec, comme par exemple, les notions de coordonnées géographiques quand je vais lui donner une adresse ou de restandardisation de mon adresse suivant le pays dans lequel j'ai mes données. Je vais avoir bien sûr le MDM avec toutes ces intégrations et on en parle actuellement, tout ce qui est gouvernance, protection, avec le dernier achat qu'a fait Informatica l'année dernière en juillet-août 2023, qui était le rachat de Privitar, et donc toute cette notion de Cloud Data Access Management, qui est un cran encore au-dessus de ce que peut proposer Informatica dans son notion de catalogue. Ce qu'il faut savoir, c'est que Informatica avait les notions de data masking. Donc, on l'a retrouvé très vite dans la plateforme CDI, mais on faisait ce qu'on appelait, si on faisait le pendant avec la plateforme on-premise, du static data masking. Donc, c'est-à-dire que une fois que nos données étaient masquées, on ne pouvait pas revenir en arrière. La grande différence, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion à un moment avec des process d'encryption et de décryption. Donc là, c'était vraiment du data masking. Et le rachat de Privatar a permis de rajouter ce que l'on va appeler le dynamic data masking. Et donc là, c'est de pouvoir, suivant des policies, suivant des rôles au niveau de l'utilisateur, faire du masking de manière dynamique. Donc, dans un premier temps, ça a été intégré là sur la dernière release qui est sortie au niveau du data catalogue. Et bien sûr, le fait qu'on soit en microservice permet de se répandre très rapidement. Ce qu'il faut voir, Ouais, hein, c'est c'est que rachat juillet-août 2023 est intégré intégralement dans toute la partie data gouvernance là en avril. Donc, ouais. une Donc intégration très rapide. 2024, tout est réécrit sous forme de services réutilisables transversalement par chacun des composants.
Et donc ça, Ouais. et ça nous amène à une question, effectivement, c'est combien ça coûte tout ça? Et c'est là aussi qu'il y a une nouvelle façon de faire. Et voilà, je te laisse. Exactement. Alors là, c'est vrai qu'on voit tout, hein, mais entre, je dirais, 2015, ils sont sortis, 2016, l'avènement de la première plateforme qu'on appelait en plus au départ IICS, Informatica Intelligent Cloud, Cloud Service. Au départ, c'était surtout les services de CDI, CAI. Après est arrivé le Data Quality. De là, bien sûr, une fois qu'on avait ces services-là, je dirais, on avait l'intégralité pour travailler sur les aspects de MDM. Hein. Et ensuite, en parallèle, un petit peu la data gouvernance avec le data marketplace. Et donc, comme tu disais, euh, alors là, juste avant, reprendre un petit peu, avant de parler pricing, parce qu'il y avait un autre élément à démystifier. C'est-à-dire que dès qu'on parlait de solutions cloud, beaucoup de clients avaient des craintes en disant « Ah mais non, mais moi je ne veux pas que mes données soient dans le cloud ». Or, ce que propose Informatica, c'est tout l'aspect environnement de développement. C'est lui qui est dans le cloud. C'est-à-dire que tous nos outils qui étaient on-premise, ben maintenant se retrouvent dans une seule et même interface web. Et qu'est-ce qui est dans le cloud réellement? C'est les métadatas, tout ce que l'on développe autour de nos flux. Mais si on regarde par exemple le petit A qu'on a là, on va avoir ce qu'on appelle des Secure Agents. Ce Secure Agent, c'est le moteur d'exécution. Et ce moteur d'exécution, si le client souhaite et travaille avec l'intégralité de ses données on-premise, ben, ce moteur d'exécution sera on-premise et ces données n'iront jamais dans le cloud. À l'inverse, si un client va être dans une architecture que l'on va appeler hybride, et bien là, il pourra avoir à la fois un Secure Agent on-premise, un autre dans son environnement cloud, et donc là, on dispatchera, suivant les traitements, on les appliquera sur l'un ou l'autre des Secure Agents. Quoi. Voilà, j'imagine on conserve cette notion de scalabilité. On monte autant de Secure Agent dont Voilà, on a besoin, en fait. on va pouvoir monter autant de Secure Agent que l'on souhaite, et c'est ce qu'on va appeler les Secure Agent Group, qui là, pareil, hein, en fin de compte, sur notre flux, on ne va pas spécifier un Secure Agent, on va spécifier un Secure Agent Group. Et c'est lui-même qui, en fonction de la disponibilité ou en fonction de l'état du Secure Agent, qui ira le dispatcher sur notre traitement. Mais nous, Très bien. côté traitement, on n'a rien à faire de plus. Quoi. Vite fait, alors sans trop rentrer dans le détail, hein, on parlait de vélocité, on a la possibilité aussi de faire, et ça a été, je dirais, le grand avènement par rapport au big data, c'est quand est arrivé ce big data, on pouvait, avec le module développeur, créer un cluster avec un master et des worker nodes. Et donc là, cette notion de cluster via Kubernetes peut être créée à la volée. Et je dirais, c'est ça aussi un élément fort différenciateur, c'est que sur des grosses architectures comme ça de big data, ce qui coûtait cher, c'était d'avoir cet environnement de cluster avec énormément de machines que l'on allait solliciter peut-être 4 fois, 5 fois, suivant les besoins dans le mois. Et là, avec cette notion de serverless, alors soit géré par Informatica, soit géré par nous-mêmes, et ben ce cluster, il va se monter à la volée au moment de l'exécution du flux. Et dès que mon flux est terminé, je démonte mon cluster. Donc du coup, je n'ai qu'un coût d'utilisation du cluster uniquement durant mon utilisation. D'accord, très bien. Donc le côté élastique du cloud utilisé à Exactement. 100%. Et c'est pour ça qu'on appelle CDI élastique pour cette notion de cluster. Quoi. Hop, pardon, j'ai été trop vite. Et donc, oui, quand est arrivée cette notion de cloud,
Eh ben, Informatica a voulu faire comme tous les grands acteurs du marché, partir en mode souscription. Alors déjà, c'était une révolution parce que jusque-là, Informatica, ce qu'il proposait, c'était du mode où je paye et ensuite je repaye, en fin de compte, que mon support chaque année. Voilà, Donc, la maintenance de 20 traditionnelle, je suppose, comme, le font tous les éditeurs. voilà, exactement. Alors, c'était bien. Par contre, il y avait encore, je dirais, ces écueils que l'on avait sur le monde on-premise. Alors, ce que je veux dire par là, c'était que sur ces premières solutions d'IICS, eh ben, le client devait tout de suite savoir quels allaient être les services qu'il allait vouloir utiliser. Sur certains services, ça allait traiter de la volume supplémentaire comme le CDC, le Cloud Transaction. Et donc, du coup, boum, un autre coût supplémentaire. Donc, j'ai un premier coût qui est un ticket d'entrée. J'ai un deuxième coût parce que je vais peut-être traiter du CDC. Ensuite, je devais savoir combien j'allais prendre de Secure Agent, sachant que dès que je rajoutais des Secure Agent, ça me faisait un coût supplémentaire. Pour les connecteurs, pareil. Je devais très vite, dès que je voulais mettre en place ma plateforme IICS, savoir quels allaient être les connecteurs que j'allais utiliser, qui étaient décomposés suivant différents tiers. Et je devais aussi me poser la question sur un aspect architecture, est-ce que je gérais tout dans une seule et même organisation ou est-ce que j'allais avoir cloisonné mes organisations, dev, recettes et là, pareil, un coût supplémentaire. Et ça, de mon point de vue d'intégrateur, ça a été un frein parce que le client ne savait pas dire à 3 mois, à 6 mois, est-ce qu'il allait être intéressé par exemple, devoir intégrer des applications, faire du CAI, est-ce qu'il allait faire du data quality. Et donc, très vite, ça ramenait des coûts. Ouais, Du, ça paraît du coup, logique, cette offre est extrêmement étendue. Je pense que ça pouvait, effrayer les clients évidemment, parce que dans un projet de data intégration, t enfin, c'est pas forcément linéaire. On a besoin de quality et puis, peut-être de chain data capture et finalement, on va utiliser, essentiellement du pipeline au départ. Mais, en fait, c'est dans la vie d'un projet, voilà, on doit être capable d'être super agile et de choisir la fonction, au bon moment. exactement. Et puis, quand on commençait à mettre sur le papier les premiers besoins du projet, ben, on ne pensait pas forcément à tout ça. Du coup, c'est des choses qui arrivent certaines fois au cours de la vie du projet. C'est-à-dire qu'on intègre une nouvelle source, on se rend compte que la qualité est médiocre, donc là, il va falloir mettre en place du procès de data quality. Absolument. Et donc, du coup, Informatica a revu un petit peu son aspect, sa politique de pricing et a mis en place ce qu'on pourrait appeler une monnaie virtuelle. C'est ce qu'on appelle de l'Informatica Process Unit ou IPU. Et là, ça a été la grande révolution parce que Informatica propose des enveloppes que l'on va pouvoir définir, je dirais, à l'IPU près, avec une enveloppe d'entrée que je dirais qui est de 30 IPU. Mais une fois que l'on acquiert cette enveloppe de 30 IPU, eh bien, on va pouvoir utiliser l'intégralité des services. Donc, je vais pouvoir accéder à de la data gouvernance, au CAI, au data quality, au marketplace. Et derrière, comment on va rapprocher un petit peu cette enveloppe d'IPU de notre utilisation de la plateforme par ce qu'on va appeler des scalaires. Donc, on en a 4 grandes familles qui sont le Compute Towers, le Data Volume, le Reprocessed ou la notion d'asset. Et suivant ce que l'on va utiliser, ça va rentrer dans un de ces 4 grandes familles de scalaires.
Et c'est ce qui va nous permettre, du coup, de savoir réellement ce que l'on consomme comme IPU. Par exemple, je vais prendre un exemple simple, hein, c'est-à-dire que le barème pour du CDI, c'est 0,016 IPU par heure. Je fais durant mon mois 10 heures de traitement, ça m'a consommé 0,16 IPU. Voilà. Et donc, là, eh ben, je dirais, on a la même façon de pricer, que l'on soit une petite structure ou que l'on soit un gros groupe. C'est la même règle pour tout le monde. Ouais, et une simplification transverse sur tous les composants. Donc, on n'a plus à Et se poser la question de savoir est-ce que j'ai besoin de ceci ou j'ai besoin de cela. On a une approche globale, data platform, et la consommation est à l'IPU. voilà, exactement. Et on fait vraiment du data platform ou du data management, quoi. Data management, absolument, d'accord. Donc, bah, je pense que c'est important de clarifier ça parce que, bon, il y a quand même 30 ans d'invention, hein, derrière, Informatica. C'est une Oui, plateforme extrêmement, complète et qu'on oppose souvent, hein, dans les débats parce que tu sais peut-être que j'organise aussi, des meet-up Modern Data Stack et où l'esprit est un petit peu différent puisqu'en fait, on assemble des composants différents provenant de différents éditeurs et c'est au client final de faire, l'intégration de l'intégration. Donc, tout à faire en sorte que fait. tous les composants se parlent, qu'on puisse avoir une bonne observabilité et du comportement, de l'exécution, du run de tous ces traitements-là. Et ici, effectivement, avec cette approche data platform all-in-one, tout est intégré en fait. Et c'est vraiment deux visions qui peuvent s'opposer. Et je serais aussi très curieux dans peut-être une prochaine émission, c'est de parler de productivité productivité des équipes qui ont adhéré à cette vision data platform all-in-one versus ceux qui ont choisi une approche modulaire avec des fournisseurs différents. Donc ça peut être un prochain sujet de conversation également. Tout à fait. Et je pense que on la voit de plus en plus arriver cette notion de data platform parce que Philippe Neubourg a encore fait durant la semaine là un très bon article. On parle énormément d'AI qui arrive au niveau des entreprises. On sait, il y a eu des projets de loi qui ont commencé à être mis en place pour gouverner cette AI. Mais le plus important qui va arriver derrière, c'est de pouvoir un petit peu de comprendre comment cette AI a été entraînée, quelles ont été les données qui lui ont permis de s'entraîner, est-ce qu'on avait des données sensibles et tout. Et le fait d'avoir une seule et même plateforme et de pouvoir gérer toutes ces métadatas, de pouvoir faire un flux lineage, que ça soit technique ou fonctionnel, devient hyper important. Et plus on va morceler, je dirais, les briques par des éditeurs différents, plus ça va être compliqué derrière de revoir cette vision de lineage global dans l'intégralité. Et là, je parle, c'est pareil, j'ai eu un cas hein, où chez un client, on a dû intervenir. On avait de la data gouvernance qui était avec un éditeur, du data quality qui était un autre éditeur. Et ce que voulait le client au final, c'est de dire, bah oui, mais quand je suis dans ma data gouvernance, j'aimerais bien voir mes aspects qualité. Logique, très logique. Non, mais c'est un vrai débat, hein, c'est best of breed versus all-in-one data platform. Donc, voilà, il y a du pour, du bon dans les deux camps. Hein. Difficile d'arbitrer, mais je pense qu'il y a certains use cases où il n'y a pas débat. Il faudra qu'on se monte une émission complémentaire là-dessus, je pense. Volontiers, avec grand plaisir. Si je passe, si j'ai encore un peu de temps, Oui, bien sûr. juste pour dire, parce que là, on parlait d'IPU, de consommation, tout ça. Ce qui est bien aussi, c'est dès qu'on consomme, de pouvoir suivre un petit peu cette consommation et de pas se retrouver à la fin du mois de dire ah bah j'ai plus. Et voilà, en gros, Informatica au sein de sa plateforme va pouvoir permettre de suivre. Donc, on va avoir une vision de consommation d'IPU
par service, ce qu'a consommé chaque service. Et moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est d'avoir cette projection, de dire, si je continue sur ce même rythme, voilà où j'en serai à la fin de mon mois. Donc, ce qui permet un petit peu d'adapter, suivant notre consommation d'IPU, d'adapter cette consommation et de voir comment on fait pour, bien sûr, éviter de trop dépasser l'enveloppe mensuelle que l'on a, quoi. Oui, très bien. Donc, il y a tous les éléments nécessaires pour que l'utilisateur final puisse savoir où il en est de ses Voilà, consommations par module, j'imagine, et par IPU, enfin par crédit. D'accord. voilà, exactement. Ok. Merci Christophe. On a sauté une case tout à l'heure. On ne s'est pas présenté. Alors moi, je ne vais pas me représenter, mais dis-nous un petit peu ce que tu fais quand même. Je sais Oui, que bien sûr. tu es expert ETL et tu passes ta vie chez les clients. Exactement. Je suis expert ETL. Je travaille sur les solutions Informatica depuis 2005. Donc, au départ, en tant que salarié, et depuis 2010, j'ai créé ma propre structure, Data Integration Consulting, plus connue sur les réseaux LinkedIn sous Data Co. Et donc, on offre tout cet aspect d'expertise, de formation sur les solutions, sur les solutions Informatica. Et Voilà. Et donc, quels sont les types de clients avec qui tu travailles? Tu t'es spécialisé dans un domaine ou finalement tu es assez non, général? je suis généraliste au niveau des domaines de données clients. Après, je vais travailler aussi bien en direct avec des clients, soit pour des gros intégrateurs, parce que bon, c'est vrai que dans des grands groupes, généralement, c'est eux qui ont les marchés, mais ils n'ont pas forcément tout le temps, je dirais, l'expertise de disponible. Donc, on se met à disposition aussi de ces grands groupes. Et donc, on intervient sur tout le long du projet, donc c'est-à-dire de pouvoir définir l'architecture avec eux, de pouvoir évaluer quelle serait leur première enveloppe d'IPU nécessaire, jusqu'à la formation, le développement des premiers flux en best of breed, avec toujours cette norme Velocity, voire à la maintenance des flux une fois qu'ils sont passés en production. Ah, d'accord, d'accord. Et le fameux sujet à la mode de l'IA, tu as déjà pu t'y intéresser ou pas encore? C'est en cours? Alors, je le regarde pour l'instant, je dirais, je l'utilise plus indirectement de par l'IA qui est fournie via IDMC. Là, c'est vrai qu'on le regarde surtout parce que dans les releases qui vont arriver là sur peut-être pas avril, mais je dirais cet été, il va y avoir ce que l'on va appeler Claire GPT, qui va être en fin de compte l'utilisation de l'IA et de pouvoir d'une manière, je dirais, métier. Par exemple, explique-moi la structure de mes données clients. Et donc, derrière, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller interroger le catalogue de données et nous ramener toutes les datas correspondant au client. Ou, eh bien, je souhaite synchroniser mes données clients dans Salesforce. Et donc là, va nous faire tout de suite un flux de synchronisation pour créer le flux qui va alimenter Salesforce. Alors, bien sûr, il y aura toujours, parce que l'IA ne pourra pas remplacer à 100% la vision humaine, il y aura toujours des actions humaines, mais ça va permettre, je dirais, de simplifier et d'ouvrir encore plus, je dirais, cette plateforme au métier. Ouais, on peut s'attendre à de belles choses hein, avec l'IA, notamment sur la génération de pipeline. Hein. Je suppose que bientôt on aura un langage d'accès. Développe-moi un pipeline pour extraire ma table Voilà, SAP XY. Vérifie la qualité de données. Assure-toi d'une conformité avec telle règle de gestion stockée ici ou là tout, et exécute le tout à pipeline. fait, tout à fait, Ça, tout à c'est la fait. première chose. Et puis après, je pense que la gouvernance va s'en trouver chamboulée également. Parce qu'il faut la gouverner, hein, cette IA. Oui, Et donc ça aussi, ça va être, je pense, un gros volet pour les différents éditeurs d'ailleurs, hein, d'intégrer cette IA et et de comme je faire en disais, sorte que...
Philippe Neubourg, il en parlait, c'est un petit peu la réflexion que j'ai eue, le commentaire que j'ai eu sur son article, de dire, pour moi, c'est un petit peu le challenge de demain pour tous ces acteurs qui font de la data governance, de pouvoir un petit peu aller récupérer ces métadatas de l'IA, quelles ont été les politiques qui ont été appliquées, quelles ont été les données qui ont été usées durant l'entraînement, parce que autant on disait au préalable, la data quality, ça a un impact parce que si on a des mauvaises données de qualité, eh ben, on peut prendre des mauvaises décisions. Là, maintenant, avec l'IA générative, je dirais c'est encore plus dangereux et on va un cran plus loin parce que l'IA générative va prendre ses décisions de manière automatique. Et si elle prend ses décisions sur des données erronées, l'impact peut être très fort. Et Ouais, je évidemment. trouvais, je dirais, super l'exemple qu'avait pris Philippe Neubourg, c'était sur une compagnie aérienne qui était attaquée par un client parce que il avait basé son voyage sur le questionnement qu'il avait eu avec le chatbot. Et du coup, il y avait eu des informations erronées, ce qui lui avait fait prendre de mauvaises décisions, quoi. Ouais, on peut s'attendre à des procès futurs, effectivement, dans le cas d'une mauvaise utilisation de l'IA. Mais en tout cas, merci, Christophe. Ça me donne plein Merci à d'idées pour toi. un épisode supplémentaire, hein, notamment l'utilisation de l'IA dans les plateformes de data intégration. Ça peut être un super sujet à couvrir. Et on mettra les liens dont on a parlé, hein, les liens des posts LinkedIn de Philippe en commentaire de cette vidéo. Et puis, on continue la conversation sur les réseaux aussi. Eh ben, écoute, Voilà, merci Christophe n'hésitez pas. et à très bientôt. À bientôt. Merci à toi, Stéphane.